Le verdict est prononcé, la peine est exécutée. Et l'histoire se termine comme prévu. C'est ainsi que les exécutions sont censées se dérouler. Mais ce n'est pas toujours le cas. Car parfois, la fin ne se produit pas. La dernière étape est franchie, le moment arrive. Et quelque chose vient bouleverser le cours des choses. Pas dans le chaos, pas dans la panique, mais d'une manière que personne n'avait prévue. Le processus s'achève, mais le résultat, lui, ne se concrétise pas. Des hommes qui ont atteint le point de non-retour, sans le franchir. Certains ont appelé cela le destin, d'autres, la chance. Mais survivre ne signifie pas être libre. Car lorsque notre premier homme a été attaché à l'intérieur de cette chambre d'exécution, tout était prêt, à l'exception d'une chose. Ça n'a pas marché. Kenneth Eugene Smith. En 1988, il n'était qu'un nom de plus entraîné dans le plan de quelqu'un d'autre, le désespoir de quelqu'un d'autre. Le genre de crime qui commence discrètement, avec de l'argent qui change de main et une promesse faite à huis clos, bien avant que quoi que ce soit de violent ne se produise réellement. Elizabeth Sennett ne l'avait pas vu venir. Son mari Charles Sennett avait déjà décidé de la valeur de sa vie. Les dettes l'avaient acculé, et au lieu d'y faire face, il a choisi une solution qui exigeait de la distance. Il ne le ferait pas lui-même. Il paierait quelqu'un d'autre pour entrer chez lui et le faire à sa place. C'est là qu'est entré en scène Smith. Il n'était pas seul. Accompagné de John Forrest Parker, il est entré dans la maison des Sennett sous de faux prétextes, utilisant la voix du mari comme autorisation. Ce n'était pas forcé, ce n'était pas précipité. Tout était sous contrôle, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Car une fois à l'intérieur, le plan a échoué. Ce qui devait être rapide s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Quelque chose de plus lent, de plus violent. Des objets de la maison sont devenus des armes, un service de cheminée, une canne, une pipe. L'attaque s'est prolongée, chaotique dans ses mouvements mais délibérée dans son intention. Elizabeth s'est défendue, avec une telle force que la scène ne correspondait en rien à l'histoire qu'ils ont tenté de monter par la suite. Lorsque les secours sont arrivés, elle était encore en vie. Mais pas pour longtemps. La scène du crime avait été mise en scène pour ressembler à un cambriolage, mais les détails ne tenaient pas la route. Les enquêteurs ont suivi les incohérences, et la structure du plan s'est effondrée presque immédiatement. En quelques jours, la vérité a désigné le mari, et lorsqu'il a été confronté, il n'a pas fui. Il a avoué. Puis il s'est suicidé. Il ne restait plus que les hommes qui l'avaient engagé. Smith a été arrêté, inculpé, puis finalement condamné pour meurtre passible de la peine capitale. Mais son parcours judiciaire n'a pas suivi un tracé linéaire. Sa condamnation a été annulée, puis rétablie après un deuxième procès. Et lors de ce deuxième procès, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Le jury n'a pas choisi la peine de mort. Il a recommandé la prison à vie. Mais en Alabama à l'époque, cette recommandation n'était pas définitive. Le juge avait le pouvoir de passer outre. Et c'est ce qu'il a fait. La peine est passée de la prison à vie, à la peine de mort. À partir de ce moment-là, Smith est entré dans un système qui avance lentement, mais qui s'arrête rarement. Les années se sont transformées en décennies. Les appels se sont succédés. Des requêtes ont été déposées, examinées, rejetées. Le temps s'est étiré dans un espace où chaque jour se ressemblait, où l'avenir se réduisait à une seule possibilité qui n'était pas encore arrivée. Plus de 30 ans se sont écoulés ainsi. Lorsque la date de son exécution a été fixée en novembre 2022, Smith n'était plus l'homme qui était entré dans cette maison en 1988. L'âge avait fait son œuvre. Le monde extérieur avait complètement changé, mais la peine, elle, n'avait pas changé. Quand ils sont venus le chercher, ce n'était pas soudain, ce n'est jamais le cas. Le dernier jour suit un schéma bien établi. Les déplacements sont contrôlés, les repas sont programmés. Les conversations se font par phrases courtes, entrecoupées de longues pauses. Le temps ne passe pas plus vite, c'est juste l'impression qu'on a. Dans ces dernières heures, il n'y eut aucune surprise. Aucun revirement soudain, juste une progression régulière vers quelque chose qui l'attendait depuis des décennies. Puis la chambre. Il a été attaché, les bras tendus. Le processus préparé avec une précision clinique. L'injection létale est conçue pour paraître maîtrisée. Silencieuse, presque stérile. Un système conçu pour éliminer toute incertitude. Mais cette nuit-là, ce ne fut pas le cas. Le temps a passé. Les aiguilles ont été enfoncées, puis retirées, puis enfoncées à nouveau, sous différents angles, à plusieurs reprises. L'équipe chargée de l'exécution travaillait méthodiquement, mais le corps devant eux ne coopérait pas. Les veines ne pouvaient pas être localisées. L'accès ne pouvait pas être établi. Les minutes s'étiraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. À l'intérieur de cette pièce, le processus s'est enlisé.
Dehors, l'horloge continuait de tourner. Il y avait une échéance qu'on ne pouvait ignorer, et à mesure qu'elle approchait, la réalité devenait inévitable. Il manquait de temps. Finalement, ils s'arrêtèrent, non pas parce que la sentence avait changé, mais parce qu'ils ne pouvaient pas l'exécuter. Smith a été retiré de la civière et ramené dans sa cellule, vivant. Pendant un instant, on aurait dit que quelque chose avait perturbé le système, comme si le processus avait atteint ses limites et échoué. Mais le système n'oublie pas. Au cours des mois qui ont suivi, l'État a pris une décision. Il ne tenterait plus la même méthode. À la place, il a choisi quelque chose de différent, quelque chose qui n'avait jamais été utilisé auparavant lors d'une exécution. L'azote gazeux. Le 25 janvier 2024, Smith fut ramené. La procédure s'est répétée, mais les détails avaient changé. Pas de perfusion intraveineuse cette fois-ci. Pas de recherche de veine. À la place, un masque a été placé sur son visage, serré, hermétique, définitif d'une autre manière. Des témoins observaient. Au début, il y avait de la conscience, des mouvements, le corps réagissant à ce qu'il ne comprenait pas. Puis les réactions s'intensifièrent, des tremblements, des convulsions, une respiration qui ne suivait plus un rythme régulier alors que l'oxygène disparaissait et que quelque chose d'autre prenait sa place. Ce ne fut pas immédiat. Les minutes se sont écoulées. Le corps a résisté avant de ne plus pouvoir le faire. À 20h25, il a été déclaré mort, la première exécution de ce type. Mais ce qui a marqué cette affaire, ce n'était pas seulement la méthode. C'était la séquence des événements. Un homme conduit une fois dans une chambre d'exécution, préparé, installé, attendant la mort, pour être ensuite retiré lorsque le processus a échoué, puis ramené des années plus tard pour achever ce qui avait déjà commencé. Mais toutes les exécutions ne bénéficient pas d'une seconde tentative, car parfois, la première ne donne pas le résultat escompté. Et dans le cas suivant, le corps n'a pas été ramené en cellule. Il a été emmené pour être autopsié. Il y avait juste un problème. Elle n'était pas morte. Anne Green. Elle était déjà morte lorsqu'ils ont ouvert le cercueil. Décembre 1650, Oxford, Angleterre. Son corps avait été descendu de la potence quelques heures plus tôt, inerte et sans vie, après avoir pendu pendant près d'une demi-heure. Assez longtemps pour que la foule accepte ce qu'elle avait vu, assez longtemps pour que les autorités déclarent que c'était terminé. Ce qui s'ensuivit n'avait rien d'inhabituel. Les corps des exécutés étaient souvent remis pour être disséqués. C'était une routine. On s'y attendait. Une dernière utilité pour une vie que la loi avait déjà prise. Ainsi, lorsque les médecins reçurent le corps d'Anne Green, ils ne cherchaient pas de signes de vie. Ils se préparaient à l'autopsier, mais lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, quelque chose clochait. Il y avait du mouvement, subtil, faible, mais bien là, un pouls faible, une respiration. Au début, cela n'avait aucun sens. L'exécution avait bien eu lieu. Des témoins l'avaient vue de leurs propres yeux. Elle était restée pendue assez longtemps pour qu'il n'y ait aucun doute. Et pourtant, elle était toujours en vie. L'ambiance de la salle est passée instantanément de la routine à l'urgence. Les médecins se mirent au travail. Non pas avec certitude, mais par instinct. On lui fit avaler de force des liquides chauds. On lui frotta les membres pour rétablir la circulation. On lui appliqua des compresses chaudes. On lui fit une prise de sang. On utilisa un lavement à la fumée de tabac pour tenter de stimuler sa respiration. Une méthode rudimentaire, mais conforme aux pratiques de l'époque. Puis ils firent quelque chose d'encore plus élémentaire. Ils l'ont allongé dans un lit, à côté d'une autre personne, pour partager la chaleur. Les heures passèrent. Peu à peu, le corps qui avait déjà été déclaré mort a commencé à réagir. La respiration s'est stabilisée. Les mouvements sont revenus. Et en moins d'une demi-journée, Anne Green a parlé. Pas clairement, pas complètement, mais suffisamment pour confirmer ce à quoi personne ne s'attendait. Elle avait survécu. Pour comprendre comment elle s'était retrouvée là, il faut remonter en arrière. Avant la potence, avant le procès, avant que quiconque ne croie qu'elle avait commis un crime passible de la peine de mort. Elle avait été domestique. Née vers 1628 dans l'Oxfordshire, Anne Green travaillait chez Sir Thomas Reed, un homme influent de la région, dont le nom avait du poids au sein de la communauté. Sa vie était structurée, contrôlée et largement invisible, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. En 1650, elle est tombée enceinte. On pensait que le père était le petit-fils adolescent de Reed, un détail qui compliquait tout. Non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan juridique. Car lorsque la grossesse prit fin, la situation ne se résolut pas d'elle-même. Elle s'aggrava. Anne déclara plus tard qu'elle ne savait même pas qu'elle était enceinte.
qu'elle avait fait une fausse couche seule, dans des latrines, vers la 17e semaine. Le fœtus était mort-né, mais elle a caché le corps, et selon la loi de l'époque, cela suffisait. La loi sur la dissimulation de la naissance des enfants illégitimes n'exigeait pas de preuve de meurtre. Elle créait une présomption. Si une femme cachait le corps d'un enfant illégitime, la loi supposait le pire. Le procès ne portait donc pas sur ce qui s'était passé, il portait sur ce qui ne pouvait être réfuté. Des témoignages ont été présentés en sa faveur. Une sage-femme a déclaré que le fœtus était trop peu développé pour avoir pu survivre. D'autres ont confirmé les signes d'une fausse couche. Mais la structure de la loi n'a pas fait de concession à cet égard. Elle a été reconnue coupable et condamnée à mort. Le jour de son exécution, la méthode était simple et brutale. Pas de chute, pas de rupture instantanée, juste une corde. La mort est venue lentement, par strangulation, le corps luttant pour respirer jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et tandis qu'elle pendait, des gens dans la foule ont essayé d'accélérer le processus, tirant sur ses jambes, frappant sa poitrine, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour hâter la fin. Finalement, elle cessa de bouger. Cela suffisait. Elle a été déclarée morte. Mais le corps qu'ils avaient placé dans ce cercueil n'avait pas fini. Au cours des jours suivants, Anne Green a continué à se remettre. En 4 jours, elle mangeait de la nourriture solide. En quelques semaines, elle marchait, parlait et avait retrouvé toutes ses facultés mentales, à l'exception de fragments de mémoire auxquels elle ne pouvait plus accéder. Et sa survie a posé un problème, car la justice avait déjà agi. La sentence avait été exécutée. L'exécution avait eu lieu. Tout s'était déroulé exactement comme prévu, à une exception près. Elle était en vie. La question n'était pas de savoir si elle avait survécu, c'était de savoir quoi faire à ce sujet. Techniquement, elle aurait pu être exécutée à nouveau. La loi ne l'interdisait pas explicitement, mais la situation ne semblait pas être un échec de la procédure. Elle semblait être autre chose, quelque chose que les gens de l'époque avaient du mal à ignorer. Beaucoup y voyaient une intervention divine, un signe que la condamnation initiale était erronée, que quelque chose, au-delà du système, avait bouleversé l'issue. Et finalement, c'est cette interprétation qui l'a emportée. Anne Green a été graciée. Elle n'a pas été rejugée. Elle n'est pas retournée à la potence. Libérée, elle a repris une vie privée. Des récits ultérieurs suggèrent qu'elle s'est mariée, a eu des enfants et a vécu pendant des années après l'exécution qui était censée mettre fin à ses jours, une vie qui s'est poursuivie après avoir déjà été fauchée. Et contrairement à l'homme qui l'avait précédé, personne n'a tenté d'y mettre fin une seconde fois. Mais tous les systèmes ne s'en vont pas, car parfois, ils n'acceptent pas le résultat. Parfois, ça se réinitialise, ils réessaient. Et dans le cas suivant, ils n'ont pas seulement échoué à l'exécuter une fois, ils ont échoué devant tout le monde, plus d'une fois. John Babacombe Lee, né en 1864 dans le Devon, il a grandi dans la pauvreté, enchaînant des emplois qui le maintenaient en marge de la société, des travaux manuels, un bref passage dans la Royal Navy écourté par des problèmes de santé, puis finalement le service domestique. C'était le genre de vie qui passait inaperçu, rythmé par la routine, les choix limités et une dépendance discrète vis-à-vis des ménages qui l'employaient. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Babacombe Bay. Emma Keyes était une femme âgée vivant seule dans une maison bien entretenue surplombant la côte, comptant sur un petit nombre de domestiques pour l'entretenir. Lee y travaillait sans incident, faisant davantage partie du décor qu'autre chose, jusqu'à la nuit du 15 novembre 1884, lorsque la routine fut rompue. Un incendie s'est déclaré à l'intérieur de la maison. Pas assez important pour la détruire, mais suffisamment pour attirer l'attention, suffisamment pour perturber le calme de l'endroit. Et lorsqu'il fut enfin maîtrisé, le feu cessa d'être l'élément central de la scène. Emma Keyes fut retrouvée à l'intérieur. La gorge lui avait été tranchée. Le feu n'en était pas la cause. Il avait été allumé après coup. À partir de ce moment, l'enquête s'est rapidement recentrée, non pas parce que les preuves pointaient clairement dans une seule direction, mais parce que la situation exigeait un suspect. Lee était le seul homme présent dans la maison. Il avait déjà été condamné pour vol. Et lors de son interrogatoire, il présentait une coupure au bras qu'il ne pouvait pas expliquer clairement. Il n'y avait aucune preuve directe. Aucun témoin ne l'avait vu au moment du meurtre. Aucun aveu ne le reliait à l'acte lui-même. Mais l'affaire n'avait pas besoin de certitude. Il fallait une conclusion. Au procès, l'accusation a construit son argumentation sur la proximité et la possibilité, transformant l'absence d'explication en implication. Lee a maintenu son innocence tout au long du procès, mais la structure de l'affaire a avancé sans lui. Le jury n'a pas mis longtemps. Coupable. Et sur ce, la voie se rétrécit pour ne mener qu'à une seule issue. L'exécution.
Au début de l'année 1885, il se trouvait à la prison d'Exeter, attendant une procédure conçue pour être définitive. La méthode choisie était la chute libre, calculée, mesurée, destinée à briser le cou instantanément et à éliminer les souffrances prolongées des anciennes formes de pendaison. Propre, maîtrisée, sûre. Le 23 février, il fut conduit à l'échafaud. La séquence se déroula selon l'ordre habituel. Mise en place, préparation, nœud coulant placé autour de son cou, cagoule rabattue pour le couper du monde. Sous ses pieds, la trappe attendait, reliée à un mécanisme qui avait déjà été testé et dont le bon fonctionnement avait été confirmé. Il n'y avait aucune raison de s'attendre à autre chose. On actionna le levier et rien ne se passa. Pendant un instant, on ne comprit pas ce que cela signifiait. Pas un échec, pas encore. Juste une pause là où il n'aurait pas dû y en avoir. Les fonctionnaires intervinrent, rapidement, méthodiquement, le retirant de sa position pendant que le mécanisme était vérifié. Lorsqu'ils le testèrent à nouveau, il fonctionna parfaitement. La trappe s'est ouverte sans résistance. Ils ont donc relancé le processus, ils l'ont ramené, l'ont replacé. Même position, même préparation, même certitude. On a actionné le levier. Rien. Cette fois, le silence pesait lourd, le genre de pause qui envahit une pièce sans être remarqué, changeant l'atmosphère sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Pourtant, la procédure ne laissait aucune place à l'interprétation. Ils allaient réessayer. Une troisième fois, il fut placé sur l'échafaud. Une troisième fois, le nœud coulant fut mis en place. Une troisième fois, tout s'aligna exactement comme prévu. On actionna le levier. Et encore une fois, rien. 3 tentatives. 3 échecs. À ce stade, le processus ne pouvait plus se poursuivre, non pas parce que la sentence avait changé, mais parce que le système lui-même avait atteint une limite qu'il n'était pas conçu pour supporter. Le médecin de la prison refusa de poursuivre et l'exécution fut interrompue. John Babakombi fut descendu de l'échafaud, vivant. L'explication qui suivit fut mécanique. Un désalignement de la potence après son déplacement, un défaut qui n'apparaissait que dans certaines conditions. Cela suffit à clore l'affaire officiellement. Mais cela ne résolvait pas le problème, car la sentence avait déjà été exécutée, ou du moins tentée à plusieurs reprises, publiquement et sans succès. Et cela posait un problème que le système ne pouvait ignorer. Au final, la décision ne vint pas de l'échafaud, mais d'au-dessus de celui-ci. Le ministre de l'Intérieur commua sa peine en réclusion à perpétuité, remplaçant la certitude de la mort par quelque chose de plus lent, de moins visible, mais tout aussi définitif à sa manière. Lee a passé plus de 20 ans en prison avant d'être libéré en 1907. À ce moment-là, il n'était plus anonyme. Il avait un nom dont les gens se souvenaient. L'homme qu'ils n'ont pas pu pendre. Il s'en est servi, donnant des conférences publiques, racontant le moment qu'il avait défini, transformant sa survie en quelque chose qui pouvait être répété, décrit, presque joué. La trappe qui a cédé, les tentatives qui n'ont pas abouti, la fin qui n'est jamais venue. La suite de sa vie devient plus incertaine. Des fragments de documents, des indices suggérant qu'il aurait quitté l'Angleterre, qu'il aurait peut-être vécu sous un autre nom aux États-Unis, avant de mourir des décennies plus tard. Mais l'essentiel est resté gravé dans les mémoires. Il se tenait sur cette plateforme à 3 reprises. Et il n'est jamais tombé. Car contrairement au cas où la mort vient, puis se retire, cette fois-ci elle n'est jamais venue. Et dans le cas suivant, le système ne tombe pas en panne en silence. Il se brise, pas une seule fois, ni 2 fois, mais encore, et encore, sous les yeux de tous. Car cette fois-ci, ce n'est pas le mécanisme qui refuse de fonctionner, c'est la corde. Et chaque fois qu'elle se rompt, il est toujours là. Joseph Samuel. En 1803, Sydney était encore fragile. Mi-prison, mi-colonie, maintenu par la répression plus que par la stabilité. La criminalité était courante, mais le meurtre d'un agent de police était tout autre chose. Cela exigeait une réponse, quelque chose d'assez visible pour rétablir l'ordre. Samuel avait participé au cambriolage. Il l'avait admis. S'introduire chez Mary Breeze avec d'autres condamnés, prendre de l'argent, agir assez vite pour croire que ça s'arrêterait là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Joseph Luker, l'agent chargé de l'enquête, fut retrouvé mort peu après, battu avec une telle violence qu'il n'y avait aucun doute sur l'acte lui-même, mais seulement sur son auteur. Samuel nia toute responsabilité dans le meurtre, mais au moment où le procès s'ouvrit, cette distinction n'avait déjà plus aucune importance. La colonie avait davantage besoin d'une conclusion que de certitude, et lorsque le verdict fut rendu, il refléta la pression qui s'était accumulée autour de l'affaire. Coupable.
La sentence fut exécutée sans hésitation. Exécution. Le 26 septembre, il fut conduit à Parramatta, où les pendaisons publiques avaient lieu devant des foules venues autant pour assister au respect de l'ordre que pour voir l'homme au centre de l'affaire. La méthode était simple. La charrette, la corde, le retrait du support. Aucun calcul, aucune précision au-delà de ce qui était nécessaire pour commencer. Au départ, il y avait un autre homme là-bas, un autre condamné. Mais au dernier moment, il fut gracié et emmené, laissant Samuel seul sur la charrette. Ce changement modifia l'atmosphère sans que personne ne le dise. L'attention se concentra. Avant que le processus ne commence, Samuel prit la parole, accusant un autre homme d'être le véritable meurtrier. Cela n'empêcha pas ce qui suivit, mais cela s'y inséra, planant dans l'espace entre l'attente et le dénouement. La corde fut mise en place. La charrette s'est mise en mouvement. Il tomba, et la corde se rompit. Il heurta violemment le sol, la chute s'interrompant avant même d'avoir eu le temps de s'achever. Pendant une seconde, la foule ne sut comment réagir. Ni soulagement, ni panique, juste une pause, là où régnait auparavant la certitude. Ils se sont rapidement remis en place. Une autre corde fut apportée, la séquence se répéta avec moins d'intervalle entre les tentatives, comme si la vitesse pouvait rétablir le contrôle. Il fut remis en place, le nœud coulant resserré, et le chariot s'éloigna. Cette fois, la corde tint bon, jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus. Elle glissa, se desserrant juste assez pour qu'il tombe à nouveau, le deuxième choc confirmant ce que le premier n'avait fait que suggérer. Il était toujours en vie. À présent, la foule avait changé. Ce qui avait commencé par de l'observation s'était transformé en interprétation, et ce changement s'était propagé plus vite que tout ce que les autorités pouvaient contrôler. Cela n'était pas censé se produire deux fois, et la répétition rendait la chose plus difficile à ignorer. Pourtant, ils tentèrent à nouveau. Une troisième corde, vérifiée, fixée avec plus de soin, tendue avec un effort visant à lever tout doute sur le processus lui-même. Il fut replacé sur le chariot, la séquence se poursuivant parce qu'elle devait se poursuivre, même si la certitude qui la sous-tendait commençait à s'amenuiser. Le chariot se mit en mouvement. La corde se rompit, encore une fois. 3 tentatives, chacune échouant d'une manière différente, jusqu'à ce que le processus lui-même ne semble plus maîtrisé. L'exécution n'avait pas seulement été interrompue, elle s'était déroulée devant une foule qui ne se contentait plus de regarder, mais qui décidait de ce qu'elle signifiait. Les autorités hésitèrent, non pas parce que la sentence avait changé, mais parce que continuer signifiait désormais aller à l'encontre de quelque chose qui ne ressemblait plus à un simple échec de la méthode. Les cordes avaient été examinées. Il n'y avait aucune explication claire susceptible de rétablir le contrôle sur ce qui venait de se passer. Un messager fut envoyé au gouverneur. La réponse, lorsqu'elle est revenue, était définitive. Arrêté. Joseph Samuel ne serait pas exécuté. Sa peine fut commuée, non pas annulée, mais réorientée vers le même système qui l'avait conduit là. Travaux forcés, isolement, une peine allongée au lieu d'être raccourcie. Il survécut à la potence, mais pas au châtiment qui s'ensuivit. Des années plus tard, il tenta de s'échapper. Un bateau, un petit groupe, une chance de laisser le système derrière lui pour de bon. Cela n'a pas duré. Le navire a été perdu dans une tempête, et tous ceux qui se trouvaient à bord ont disparu sans laisser de traces, sans corps, sans confirmation, seulement une fin dont personne n'a pu être témoin, contrairement à la première. Un homme qui avait déjà échappé à une mort, disparu avant que la suivante ne se produise. Et dans le cas suivant, il n'y a pas de foule pour réagir. Aucune croyance pour l'expliquer, juste un système moderne, conçu pour fonctionner, tester, contrôler. Et pourtant, lorsque le moment vient, il se brise. Encore une fois. Alan Eugene Miller. Alan Eugene Miller a passé la majeure partie de sa vie dans la routine. Il a occupé des emplois dans le secteur manufacturier, a évolué dans les mêmes milieux que les gens qui l'entouraient. Et pendant des années, rien en lui ne laissait présager le genre de violence qui allait plus tard définir son nom. Mais dans les semaines qui ont précédé août 1999, quelque chose a commencé à changer. Ses collègues ont remarqué des changements difficiles à expliquer clairement à l'époque. Un repli sur soi, de la méfiance et la conviction grandissante que les gens autour de lui parlèrent de lui, répandant des rumeurs qui, dans son esprit, prenaient une tournure plus personnelle. Cette conviction ne resta pas confinée. Le 5 août, elle s'est manifestée. La première fusillade a eu lieu chez Ferguson Enterprises à Pelham, un lieu de travail qu'il avait déjà quitté. Il s'y est rendu délibérément, évoluant dans un espace familier et prenant pour cible d'anciens collègues, tuant Lee Holbrooks et Christopher Scott Yancey. La séquence ne s'est pas arrêtée là. Il a quitté les lieux, s'est rendu en voiture à un deuxième endroit, Poste Ergas à Tarrant, où il était employé, et a poursuivi son geste, tuant un autre collègue, Terry Jarvis.
Le déplacement d'un lieu à l'autre a donné à l'attaque une structure que les enquêteurs ont par la suite mise en avant comme preuve d'une planification, plutôt que d'un acte impulsif. Il a été arrêté le jour même. L'arme a été retrouvée. L'affaire est rapidement passée de l'enquête aux poursuites en raison du nombre de victimes et du lien entre elles. Au procès, la défense s'est concentrée sur son état mental, arguant que la paranoïa décrite par ses collègues reflétait un trouble plus profond, qui affectait la façon dont il interprétait les actions des personnes qui l'entouraient. L'accusation s'est quant à elle concentrée sur la succession des événements, les déplacements d'un lieu à l'autre et le choix des victimes. Le jury a rejeté la défense fondée sur l'aliénation mentale. Il a été reconnu coupable de meurtre passible de la peine capitale et condamné à mort. Ce qui a suivi s'est étalé sur plusieurs années, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Les recours ont suivi leur cours dans le système judiciaire, des arguments ont été soulevés et examinés, et son équipe d'avocats a continué à mettre en avant sa santé mentale comme un facteur devant influencer la manière dont sa peine serait exécutée. Pendant ce temps, l'Alabama a introduit l'hypoxie à l'azote comme méthode d'exécution alternative, et les détenus se sont vus accorder un délai limité pour la choisir à la place de l'injection létale. Les avocats de Miller ont ensuite fait valoir qu'il avait tenté de faire ce choix, mais que cela n'avait pas été correctement consigné. Lorsque la date de son exécution a été fixée au 22 septembre 2022, l'État a procédé à l'injection létale. On l'a conduit dans la salle d'exécution et attaché à un brancard, selon un protocole qui avait déjà été répété à maintes reprises. On s'attendait à ce que tout se déroule comme d'habitude, une séquence maîtrisée, passant de la préparation à l'achèvement sans interruption. Or, le problème est survenu dès la toute première étape, l'accès intraveineux. On a tenté d'établir une voie, puis on a réessayé lorsque cela a échoué. Les positions ont été ajustées, différents sites ont été essayés, et le processus a duré plus longtemps que prévu. La difficulté n'était ni soudaine, ni chaotique. Elle s'est installée progressivement, chaque tentative infructueuse prolongeant le temps passé dans la salle, tandis que le processus global restait inachevé. À l'extérieur de cette salle, le délai légal pour l'exécution continuait de s'écouler. Le mandat d'exécution n'a pas été modifié. À l'approche de l'échéance, les tentatives sont devenues plus pressantes, mais le résultat n'a pas changé. Il n'a pas été possible de trouver une veine utilisable, et sans cela, le processus ne pouvait pas avancer. Finalement, tout s'est arrêté, non pas parce que la sentence avait changé, mais parce que le système avait atteint ses limites pour cette nuit-là. Alan Eugene Miller a été ramené vivant dans sa cellule. Par la suite, l'attention s'est détournée de la tentative elle-même pour se concentrer sur la suite des événements. Son équipe juridique a réitéré l'argument selon lequel il ne devait pas être soumis à une nouvelle injection létale, en rappelant le différend antérieur concernant sa demande d'hypoxie à l'azote. Cette fois-ci, l'issue fut différente. Après de longues procédures judiciaires, l'État a accepté de procéder à l'injection d'azote à la place. Le 26 septembre 2024, il fut ramené dans la chambre d'exécution. La structure est restée la même, mais la méthode a éliminé le problème qui avait interrompu la première tentative. Il n'y avait pas de perfusion à mettre en place, ni besoin d'assurer l'accès. À la place, un masque a été placé sur son visage, scellé pour garantir que le processus puisse se dérouler sans interruption. Lorsque le processus a commencé, il n'y a eu aucun retard. La séquence s'est déroulée comme prévu et au cours des minutes suivantes, la réaction physique a suivi un schéma que les témoins ont décrit comme visible mais maîtrisé, ralentissant progressivement à mesure que l'oxygène était remplacé. À 20h25, il a été déclaré mort. Ce cas s'est inscrit dans une tendance émergente, non pas en raison du crime lui-même, mais de ce qui s'est passé à la fin. Un système qui a échoué sous une forme a pu se poursuivre sous une autre, en ajustant sa méthode plutôt qu'en abandonnant le résultat. Et dans le cas suivant, cet ajustement ne vient pas du système. Il vient de la personne qui s'y trouve. Car cette fois-ci, l'évasion n'est pas accidentelle. Elle est planifiée. Will Purvis. William Will Purvis est né en 1868 dans le Mississippi et travaillait comme agriculteur. En 1893, il s'est retrouvé impliqué dans une affaire qui a rapidement dégénéré en l'un des procès pour meurtres les plus controversés de la région. La victime était une jeune femme nommée Rosa Lee Clark. Elle a été retrouvée assassinée dans le comté de Lamar au Mississippi en février 1893. L'affaire a immédiatement attiré l'attention et les soupçons se sont rapidement portés sur Purvis, qui était connu dans la communauté et aurait eu des contacts avec Clark avant sa mort. L'enquête s'est largement appuyée sur des preuves circonstancielles et des témoignages. L'un des éléments de preuve clés contre Purvis était la déclaration d'un témoin qui affirmait l'avoir vu près des lieux aux alentours de l'heure du meurtre. Cependant,
il n'existait aucune preuve matérielle directe le reliant de manière concluante au crime. Malgré cela, il fut arrêté, jugé et condamné pour meurtre. Le procès fut largement critiqué par la suite en raison de la faiblesse des preuves et de l'influence de la pression publique. Il fut condamné à mort par pendaison. Son exécution était prévue pour le 7 février 1894 et eut lieu en public devant une foule nombreuse, ce qui était courant à l'époque dans certaines régions des États-Unis. La méthode utilisée était la pendaison par chute. On s'attendait à ce que la chute brise le cou ou entraîne la mort par strangulation. Lorsque l'exécution a commencé, Purvis a été placé sur l'échafaud et le nœud coulant a été fixé autour de son cou. La trappe a été ouverte et il est tombé. Mais l'exécution ne s'est pas déroulée comme prévu. Le nœud coulant ne s'est pas resserré correctement et Purvis n'est pas mort immédiatement. Les récits divergent légèrement sur les détails techniques, mais on rapporte généralement que la corde a glissé ou était mal positionnée, empêchant ainsi une issue fatale. Il est resté en vie après la chute. Au lieu de procéder immédiatement à une nouvelle tentative, les autorités ont suspendu l'exécution. Cette décision a été influencée par cet échec inhabituel et par l'incertitude croissante entourant l'affaire. À la suite de l'échec de l'exécution, l'attention portée à l'affaire s'est intensifiée. Les questions sur sa culpabilité ont pris de l'importance, et de nouvelles informations ont commencé à faire surface. Un tournant majeur s'est produit lorsqu'une autre personne aurait avoué le meurtre de Rosa Lee Clark. Ces aveux, associés aux doutes croissants concernant les preuves initiales, ont poussé les autorités à réexaminer l'affaire. En conséquence, la condamnation de Purvis a finalement été annulée, et un nouveau procès lui a été accordé. Lors du nouveau procès, les arguments de l'accusation se sont considérablement affaiblis. En l'absence de preuves solides et face aux doutes désormais établis, l'issue du procès a basculé. Will Purvis a finalement été acquitté et libéré. Il a repris une vie civile et a vécu de nombreuses années après cela, avant de mourir en 1938. Mais tous ceux qui survivent au système ne parviennent pas à s'en sortir, car dans l'affaire suivante, l'exécution n'échoue pas. La sentence est exécutée, le corps est déclaré mort, et puis, il bouge. Ewan MacDonald. Au début des années 1750, il servait comme soldat dans l'armée britannique, stationné dans le nord de l'Angleterre, à une époque où l'ordre dépendait moins de l'enquête que de la répression immédiate. La violence n'était pas rare, surtout dans les lieux où se côtoyaient soldats et civils, et l'alcool brouillait souvent la frontière entre conflit et contrôle. C'est là que l'incident a commencé. Une nuit à Newcastle-upon-Tyne, après avoir beaucoup bu, MacDonald s'est retrouvé impliqué dans une altercation avec un homme de la région, identifié dans les archives comme Alexander MacDonald. Ce qui a commencé comme une dispute n'est pas resté confiné à cela. La situation a dégénéré comme c'est souvent le cas dans ce genre de rencontres, rapidement et sans retenue. À un moment donné, MacDonald a sorti un couteau. La blessure fut fatale. Un coup porté au cou qui ne laissait que peu de chances de survie. L'homme est mort, et la réaction a suivi presque immédiatement. Dans un contexte comme celui-là, il n'y avait pas de délai entre la violence et ses conséquences. MacDonald a été arrêté, traduit en justice et jugé selon un système qui s'appuyait davantage sur les témoignages que sur des preuves détaillées. Le verdict ne s'est pas fait attendre. Coupable. Et en vertu de la loi sur le meurtre de 1752, la peine allait au-delà de l'exécution. Elle s'étendait au-delà de la mort elle-même. Les personnes reconnues coupables de meurtre n'étaient pas simplement enterrées. Leur corps était remis pour être disséqué, transformé en quelque chose de public, d'instructif, une prolongation de la punition destinée à se poursuivre après la fin de la vie. L'exécution de MacDonald eut lieu à Newcastle. La méthode utilisée était la pendaison par chute courte, un procédé qui ne brisait pas le cou proprement mais reposait plutôt sur l'étranglement. C'était plus lent, moins sûr, et dépendait du fait que le corps atteigne un point où il ne pouvait plus tenir. Une fois l'exécution terminée, il fut déclaré mort. Ce qui suivit ne laissa place à aucune hésitation. Son corps fut transporté au Surgeons' Hall, où il allait être examiné et disséqué conformément à la loi. Cela n'avait rien d'inhabituel. C'était prévisible. Une dernière étape d'un système conçu pour faire un exemple de ceux qu'il punissait. La salle fut préparée. Le corps fut déposé sur la table, et pendant un moment, tout resta comme il se devait. À un moment donné, les chirurgiens s'éloignèrent, quittant brièvement la salle, laissant le corps sans surveillance dans un espace où il n'était plus considéré comme une personne, mais comme un objet attendant d'être ouvert. À leur retour, le silence avait disparu. MacDonald avait bougé. Au début, ils n'y prêtèrent pas attention. L'attente était immuable, le décès avait déjà été confirmé. Mais ce qu'ils voyaient ne correspondait pas à cette certitude. Il n'était pas allongé comme on l'avait laissé. Il était assis, il essayait de parler.
La réaction n'a pas été mesurée. Elle n'était pas conforme au protocole. Elle a été immédiate. L'un des chirurgiens, un homme plus jeune, a saisi un maillet en bois, un instrument conservé dans la salle pour les travaux anatomiques, et l'a frappé. Une fois. Assez fort pour en finir. Ce qui restait après la pendaison s'est arrêté là. L'exécution avait déjà eu lieu, mais cela n'avait pas suffi. Et dans cette pièce, sans cérémonie, sans autres témoins que ceux déjà présents, elle fut menée à son terme d'une manière qui n'avait jamais fait partie de la sentence. L'histoire s'est rapidement répandue. Des récits parurent dans les journaux, furent transmis de bouche à oreille et restèrent dans les mémoires comme l'un des exemples les plus troublants liés aux pratiques d'exécution de l'époque. Non pas parce que le système avait échoué de la manière habituelle, mais parce qu'il avait continué au-delà du point où il était censé s'arrêter. Un homme déclaré mort, tué une seconde fois sur la table destinée à l'étudier.